Suite de l'entretien avec le professeur Guy Valencien, à l'origine des sensations, des émotions et de la raison. Mais le sous-titre est aussi passionnant, c'est « J'aime donc je suis ». J'aimerais m'attarder sur ce « J'aime donc je suis ». Vous nous expliquez qui nous sommes. Plus vous nous expliquez qui nous sommes, moins c'est compréhensible parce qu'on se rend compte que nous ne sommes pas grand-chose. Donc ça abaisse le niveau de prétention. Et on a une faculté qui est aussi partagée par les animaux, vous l'avez aussi dit, celle d'aimer. Et pourtant, le miracle de la vie, c'est que ça naît à partir de rien sans qu'on l'ait demandé. C'est vrai. Et pourquoi j'aime donc je suis, c'est pour répondre à notre fameux René Descartes. Je pense donc je suis. La pensée vient après la sensation. Et ce sont les sensations, les sens, qui font les sensations. Les émotions, les sensations sont la récupération de l'excitation par les sens. Elles deviennent des émotions, qui sont des éléments très forts, mais assez brefs. Puis ensuite, on passe aux sentiments, qui sont dans la durée, qui sont, disons, les émotions calmées, mais durables. Et puis, on arrive à la raison, progressivement. Et cette raison, elle est utile, mais elle a aussi ce côté destructeur. Car si on ne pense que par la raison, on perd ce qui fait tout le reste de l'humain, qui est cette relation indicible. On s'aime sans se parler. Ou alors c'est un autre langage, c'est peut-être le langage des yeux, le langage du corps, le langage des mains, non, même pas. C'est très étonnant de voir qu'on peut se retrouver en relation sans s'exprimer. Donc le langage n'est pas tout du moins le langage oral. Ouais. Comme le langage écrit, nous sommes les seuls, aucun animal n'écrit. Et aucun animal n'est capable aussi de créer des écoles. C'est vrai que nous sommes des êtres qui sont lents en termes d'émancipation, très lents. Quand on voit que à peine la mise bas est faite, déjà un petit quadrupède est sur ses pattes et commence à galoper, et va téter tout de suite et devient libre au bout de quelques jours, voire quelques semaines en partie. Alors que nous, on doit gérer extrêmement long, de la place en crèche. Des années pour faire un adulte. On perd un temps fou. Mais en même temps, c'est parce que nous sommes sans doute des êtres les plus complexes et qu'il faut du temps d'apprentissage. Et nous sommes les seuls à avoir créé des écoles, que ce soit de philosophie, de mathématiques, d'arithmétique, de littérature, de cuisine, de couture. Oui. On apprend aux autres dans des endroits spécifiques. On ne voit pas les animaux. Les animaux s'apprennent les uns les autres, mais pas dans des cours. Ils n'ont pas de formation de ce type. Oui. Et donc, c'est vrai que oui, les sens sont prioritaires et précèdent la raison. Dans ce que nous sommes, j'aimerais revenir sur ce sujet d'actualité aussi, qui est la notion d'égalité, Guy Valencien. Cela n'existe pas. Parce qu'en réalité, on est tous différents, on est tous inégaux. On a dit que chaque être humain a sa place sur Terre, mais on n'est pas égaux. Non. On nous parle de l'égalité à longueur de temps. J'ai souvent dit, j'aimerais que le politique qui réussira l'égalité entre tous les citoyens, c'est quand les moches pourront sortir avec des très jolies filles. Et ce qui arrive du reste. Alors vous voyez, comme quoi, regardez Woody Allen, on peut en citer d'autres. Heureusement. Vous avez compris ce que je voulais dire. Mais tout à fait. Non, mais comme on peut reprendre la Déclaration des droits de l'homme, où tous les hommes sont égaux en droit. Voilà. Et ça, oui, bien évidemment. Mais ensuite, une fois qu'on a dit ça, il n'y a pas d'égalité. Il y a des grands, des petits, des gros, des maigres, des plus ou moins intelligents, des plus ou moins empathiques, des plus ou moins coléreux, des plus ou moins sympathiques. Tout ça fait nos différences. Et heureusement, car si nous étions égaux, les mêmes, ce serait horrible. On se dirait quoi? Vous vous rendez compte si nous étions tous les mêmes? C'est tout le problème de la perfection que j'aborde un peu dans le bouquin, en disant... On rêve de la perfection. Les transhumanistes rêvent de l'homme parfait, qui aurait la puissance physique, la puissance intellectuelle. Mais c'est complètement débile, parce que la perfection, elle est une. Il n'y en a pas deux. Donc nous serions tous les mêmes, si nous étions parfaits. Horrible. Mais quel monde! On s'emmerderait à mourir. Ce qui est intéressant, ce sont les différences. Et la perfection n'est pas globale dans un même corps, parce que l'homme parfait sur le plan scientifique peut être un pervers. Exactement. Sur le plan amoureux, sur le plan personnel. Et voilà, on peut décliner cela
En tout point. Absolument. Donc, heureusement que nous sommes tous imparfaits, ce qui permet cette diversité exceptionnelle d'être et de communication. Et nous tendons vers un mieux ensemble, mais la perfection est quelque chose d'inatteignable, je ne sais plus comment on dit, d'inatteignable. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à le dire, parce que c'est inatteignable. Et de même que je n'ai surtout pas envie d'une immortalité, rendez-vous compte. Si je vivais 10 000 ans, 1 million d'années, mais je m'emmerderais à mourir. D'abord parce que je pourrais tout faire, puisque j'aurai le temps. Donc le désir disparaît quand on a le temps. Puisqu'on peut tout faire, il n'y a plus de choix. Donc il n'y a plus de désir. Et deuxièmement, je me retrouverai, sauf cas particulier où il faudrait m'augmenter régulièrement, me transformer génétiquement, je me retrouverai comme Cro-Magnon s'il était balancé demain à l'aéroport Roissy F2. Oui, avoir des milliers de gens avec des tenues de couleurs différentes, qui parlent des sabirs incompréhensibles, tous différents, qui tirent des petites caisses avec des roulettes, qui montent des escaliers. Non, puisque vous auriez évolué de la même façon. Et non, pas forcément, parce que si je vis, je n'évolue que si je meurs et que je transmets et que je laisse d'autres prendre ma place. Mon temps est limité. Et donc, si moi, on allonge mon temps, je reste le même. Or, les sociétés les plus solides, je dirais, et celles qui resteront après nous, là, une fois de plus, ce sont les sociétés qui vivent extrêmement brièvement. Les insectes, les papillons, tout ce que vous voyez, tous ces animaux tout petits, qui vivent parfois quelques jours ou quelques semaines, et qui mutent. C'est la mutation qui fait que nous pouvons perdurer. Mais chaque individu est déterminé pour un temps donné. Vous revenez sur la loi de la nature, en quelque sorte, sur les plus forts qui triomphent des plus faibles, sur ceux qui vivent dans le confort, un moment, qui ne se protègent plus. Des écrivains travaillent aussi sur ce sujet, en faisant ce parallèle entre la chute de l'Empire romain et ce que vit l'Occident, particulièrement l'Europe, en ce moment. Sommes-nous... Ça, c'est pas dans le livre, mais il y a des bribes qui permettent de vous amener à cette question. En train de vivre dans une civilisation où l'homme européen, blanc, classique, est dans le confort, ne veut pas d'histoire, cherche à protéger sa zone de confort, pendant que l'autre arrive du sud, lui a vécu dans la difficulté, il est plus fort, il est plus malin. Il est plus malin. Plus fort physiquement, il est astucieux, il est roublard. Dans tout ce que je dis, il n'y a pas de méchanceté, hein, mais simplement, naturellement, il peut y avoir un changement de civilisation. Et je le dis sans aucune haine, sans faire de parallèle avec ma question n'est pas politique, elle est presque philosophique et scientifique, Guy Balancien. Alors vous posez une question majeure à laquelle je n'ai pas de réponse aujourd'hui, mais une inquiétude très forte, c'est sûr. Est-ce que nous sommes dans un trou d'air, cet Occident européen chrétien, l'Occident chrétien, qu'on n'a pas voulu mettre du reste dans la résolution de l'Union européenne, on a retiré le mot chrétien, alors ce sont nos racines. Voilà. Et nous sommes arrivés à un niveau de qualité de vie exceptionnel par rapport aux autres êtres vivants. Et qui fait qu'on est malheureux. Humains du monde. Qui fait que nous sommes en plus assurés sociaux, puritanisés, banalisés, coucounés, et on n'a plus envie de vivre. On demande à un jeune de 18 ans aujourd'hui, tu mourrais pourquoi? Il n'y a pas de réponse. Nous savions qu'avant, on mourrait parce qu'on avait des dangers physiques. Moi-même, quand j'étais jeune lycéen, je me serais battu contre le communisme, comme un fou. J'aurais pris mon fusil. Aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi il on ne sait plus. Et vous voyez, l'Asie... Alors, inversons la question. Tu vivrais pourquoi? Eh oui. Il n'y aurait pas de réponse non plus. Il n'y a pas de réponse non plus. Si c'est pour de la consommation, avoir 3 télés, 2 voitures, iPhone qui sort, le dernier iPhone qui sort, tout le monde en a marre. Donc on voit bien qu'on est dans un trou, dans un moment extrêmement difficile, d'une Europe qui se délite, politiquement on le voit,
et d'une absence de soif d'être. C'est ce que je raconte en citant la fameuse phrase de la Pompadour qui se fait tirer le portrait par Quentin Latour à Versailles, quand Louis XV passe la tête par la porte en disant « Ma chère, j'ai perdu la bataille de Rosbach », et elle lui répond « Après nous, le déluge ». On a l'impression que c'est ça. Et nous sommes agrippés sur nos acquis. Nous allons le payer très cher quand on voit la puissance évolutive de la Chine. C'est inimaginable. L'Amérique, elle, résiste. Trump est ce qu'il est, mais l'Amérique résiste. Et elle reste la première puissance militaire du monde. Et en termes de technologie, elle est encore la première. La Chine la rattrapant et la dépassant d'ici 15-20 ans. Et nous, que faisons-nous? Nous n'avons aucun géant mondial numérique à mettre sur le marché. Quand on sait que Facebook a juste 15 ans, Twitter quelques années de plus, on hallucine de voir. Nous avons soi-disant les meilleurs ingénieurs, c'est vrai, les meilleurs techniciens, c'est vrai. On nous les pique. On a inventé le Minitel. Et même Internet sont des Français qui aussi et voilà. Et nous sommes incapables d'en faire des géants mondiaux qui sont les fameux GAFA américains ou les BACS chinois de plus en plus présents et qui s'intéressent à tous les domaines de l'activité humaine, jusqu'à la santé qui est mon champ d'action. Alors on va parler de nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, parce que ça a été aussi le prétexte pour écrire votre livre, professeur Guy Valencien. Le livre s'appelle « À l'origine des sensations, des émotions et de la raison, j'aime donc je suis ». L'intelligence artificielle, finalement, l'intelligence humaine n'est absolument pas conçue comme l'intelligence artificielle, c'est ce que vous expliquez. L'intelligence artificielle, on multiplie des couches, en quelque sorte, de disque dur avec des informations nouvelles, l'auto-apprentissage, alors que l'intelligence humaine, et c'est ça qui est incroyable, n'est pas basée sur de l'auto-apprentissage, en grande partie. C'est ce que vous expliquez. C'est-à-dire que si vous regardez effectivement, si vous comparez un ordinateur capable de repérer un chat d'un chien, il lui faut des millions d'images. Des millions d'images de passées pour qu'il puisse repérer. Alors qu'un gamin de 18 mois, on lui dit chat, chien, au bout de 2 fois il a compris. Donc nous avons des capacités intégratives exceptionnelles. Et le cerveau ne fonctionne pas comme un ordinateur. L'intelligence artificielle est un mot absurde. Mais il a été créé en 1956, lors d'un congrès aux États-Unis sur le sujet, à bon escient, parce que les chercheurs de l'époque se sont dit ça va faire du buzz et ça nous permettra de recevoir des grants, des moyens financiers pour développer. Mais on est dans l'imitation artificielle. Alors bien sûr, la machine calcule plus vite sur des masses de données beaucoup plus importantes. Mais elle n'a aucune intuition. Elle n'aime pas. Donc elle est nulle, elle est froide. Elle fait, oui, moi je lui rends grâce, tant mieux si elle fait le calcul, mais qu'on lui donne tout. Moi je voudrais libérer mes neurones, encombrés de calculs pour lui donner à la machine, je l'aurai avec moi, à côté, pas dedans. Ne surtout pas me mettre des puces pour m'augmenter mes capacités neuronales, parce que si c'est ça, je deviendrai l'objet de celui qui m'aura pucé ou la victime des hackers. Donc je perds ce que je suis en tant que personne humaine. Je refuse absolument qu'on me mette une puce. Et quand je vois des gens qui veulent se faire mettre des petites puces RFID là pour passer les trucs, je dis attention, là vous rentrez dans un truc qui est terrible. Vous n'êtes plus vous-même. Mais en revanche, avoir l'ordinateur à côté de soi dans mon smart, la limite, pas, et de pouvoir lui déléguer tout le maximum de mémoire et de capacité d'analyse pour libérer mes neurones, puisque nous sommes un système extrêmement plastique. Le cerveau est un truc qui bouge en permanence, un ordinateur est fixe. Et pouvoir libérer mes neurones pour de la créativité, pour de l'empathie, pour de l'initiation et pour tout cela. Vous avez cité la Bible un moment dans votre livre, on l'a cité dans notre précédent entretien, Guy Valencien, et je rebondis en pensant à cela. Vous parlez des puces RFID, du marquage permanent, de la disparition de la monnaie. Il y a tous ces chapitres sur la marque de la bête. Ça, c'est pas dans votre livre, mais voilà, je rebondis. Tout à fait, mais on se dit c'est diabolique. Il faut être extrêmement prudent, comme toujours dans toute activité humaine, vous êtes dans le yin et le yang, vous êtes dans même parallèle avec l'énergie atomique. Cette énergie atomique dont moi je me sers en tant que médecin pour faire des scintigraphies osseuses, pour faire des radiothérapies et autres types de traitements. Et en même temps, cette énergie considérable qui peut détruire la planète entière. Rappelez-vous que quand Robert Oppenheimer a fait péter la première bombe atomique dans le désert d'Alamogordo
en 45, 3 semaines avant de voir éclater les bombes à Hiroshima et Nagasaki, il a vu le nuage s'élever et il a pris peur. Et il a cité la Bhagavad Gita avec Arjuna, le prince qui est sur son cheval de bataille et qui est prêt à engager la guerre, mais il sait que de l'autre côté, il y a des membres de sa famille dans le camp ennemi. Et il s'adresse à Vishnu en disant « Mais Vishnu, que vais-je faire? Il y a des membres de ma famille de l'autre côté. » Et Vishnu lui répond « Je suis le destructeur des morts. Je suis le destructeur des mondes. Je suis le créateur de la mort. » Et bien voilà, nous sommes toujours dans cette ambivalence entre bien et mal. Et à nous, comme nous sommes des êtres de bien un peu plus que de mal, même si nous sommes capables de monstruosités épouvantables, individuelles ou en groupe, je pense que nous en sortirons. Mais il faut le savoir, ces outils numériques sont d'immenses dangers si on ne sait pas les utiliser. Donc là encore, il va falloir qu'à l'école, on apprenne à utiliser ces éléments qui ne sont pas de la vérité. C'est pas parce que c'est dans l'ordinateur que c'est vrai. Donc il va falloir développer l'esprit critique, l'esprit d'analyse, et donc nous retrouver encore à échanger, comme du temps de Socrate. Oui, mais plus ces développements numériques s'imposent dans notre vie quotidienne, professeur Guy Valencien, plus on ressent la nécessité vis-à-vis des futures générations de reprendre la conversation orale, maintenir l'écriture manuelle, maintenir la réflexion, mais plus on détruit cela. On en arrive même à lire certaines études que le langage écrit ne sert plus à rien, puisque dans quelques décennies, tout va se faire par la commande vocale et on n'aura plus besoin de savoir lire et écrire. Je vous assure que j'ai lu ces études. Mais c'est, non, mais on le sait. C'est terrifiant. Or, l'écriture va bien au-delà du fait de calligraphier des mots. C'est un apprentissage tout à fait intelligent, l'écriture. C'est de l'art en même temps. Donc il faudra absolument conserver le fait de savoir écrire. Moi-même, j'avoue que puisque je tape sur un ordinateur, j'écris de plus en plus mal, non pas en termes de faute d'orthographe, mais en termes je me relis parfois très très mal moi-même. Oui. Donc je me dis, il faut que je fasse l'effort de garder une écriture assez bien calligraphiée pour pouvoir me relire. Je suis d'accord avec vous, tout ça. Il ne s'agit pas de passer pour un vieux débile qui s'accroche à son passé, loin de là, mais nous aurons à garder un certain nombre de ces déterminants, tout en acceptant les outils de la modernité. Et pendant ce temps-là, eh bien, l'absence de réflexion, c'est aussi une prétention humaine que de vouloir changer le temps. Parce que à l'époque de l'Égypte antique, on faisait des offrandes aux dieux pour que le temps soit meilleur pour les récoltes. Aujourd'hui, on manifeste contre les politiques en demandant « tu vas changer le climat, t'es un mauvais président ». Et vous le dites à un moment dans le livre. Oui. Pas de cette manière, mais d'une manière aussi drôle. Oui, mais c'est vrai. Vous voulez dire qu'on demande tout aux politiques ? Même pas. On envoie des gamins faire la grève de l'école en les envoyant bêler sur le pavé, non au réchauffement climatique. Ne s'adresse-t-il même pas aux politiques ? Il s'adresse à je ne sais qui. Oui, ça me On n'est pas content, donc je proteste. Ça me désole de voir cette espèce de... On est dans une écolatrie qui m'inquiète. Qui m'inquiète parce que bien sûr la Terre se réchauffe, mais à la limite, je vais dire, attendez, permettez-moi d'être carré, mais de toute façon, nous sommes condamnés à disparaître. Puisque, selon mes amis astrophysiciens, à 500 millions d'années d'ici, alors vous me direz c'est loin, mais à 500 millions d'années d'ici, la Terre, les océans seront à plus de 100 degrés, donc de toute façon il n'y aura plus de vie humaine. Peut-être que quelques micro-bactéries ou êtres extrêmement primitifs vivront encore, parce qu'ils ont des capacités de résistance exceptionnelles, mais nous disparaîtrons. Nous n'avons que deux solutions, n'avons qu'une solution. Même si on roule en trottinette tous les jours, en carriole, on disparaîtra. Donc, je veux bien que ça se réchauffe, manifester, mais le réchauffement, mais bien sûr, mais tout ça a un côté surfait, factice. On retrouve toute, je dirais, l'extrême gauche militante qui me gonfle, et je suis assez en colère contre cela. Non pas qu'il ne faille pas protéger, bien sûr que nous gâchons tous ces plastiques, toute cette pollution. Il faut la réduire, mais de là à penser que la Terre ne se réchauffera pas, c'est absurde. Nous ne pourrons pas faire décroître la température. C'est absurde. Et à 5 milliards d'années, la Terre disparaît. Elle est bouffée par la géante rouge que deviendra le Soleil.
C'est terminé. On disparaît avec Mars, Vénus, Mercure, tous les satellites solaires sont terminés. Donc, la seule issue, c'est de se barrer. Mais au-delà du système solaire, qui va exploser. Mais alors, se barrer dans quelles conditions? Il faudra que nous nous transformions complètement pour accepter des conditions spatiales inimaginables. Donc c'est une folie. Même si on va aller... C'est une folie à vue d'homme en 2020. Oui. C'est pas une folie à vue d'homme. Regardez comme sur la Lune, on n'y est pas resté longtemps. Hein. Alors il y a plein d'idées d'aller foutre des bombes atomiques pour recréer une atmosphère, créer des champs, remettre de l'eau. Tout est possible. Non, on peut s'amuser. Ouais. Mais on peut... Vraiment, moi j'adore ça, hein, cette science-fiction-là. Mais elle est complètement zingo. Je veux dire, je ne vois pas en quoi nous serions capables, en termes d'être de chair. Voilà, il faut nous transformer complètement, génétiquement. Mais Guy Valencien, vous nous parlez de milliards d'années. De millions d'années. Oui, mais c'est rien. Oui, mais il faut le voir. Non, mais il faut le voir. Regardez, on parle de Jésus-Christ il y a 2000 ans, il y a 2020 ans. C'est tout peu 2020 par rapport à des millions. Et 2020, ça semble... Et cela fait à peu près à peine 10-12 000 ans que vous avez vu comment on a évolué. Et vous avez vu comment on a évolué. Bien évidemment. Mais on n'a pas... Oui, mais par rapport à... Comment a-t-on évolué par rapport à ce que pensait un homme des premiers villages du côté de la Mésopotamie ou de la Chine? Est-ce qu'on a tant évolué que ça? Anatomiquement, non. Intellectuellement, on n'en est pas sûr. Ces hommes-là et ces femmes-là avaient des capacités de sentir, de relier, d'écouter exceptionnelles que l'on a perdues. Ils étaient plus forts que nous dans certains domaines. Nous avons beaucoup perdu des sens, beaucoup perdu. Pour compenser peut-être par notre intelligence, mais étaient-ils moins intelligents que nous? Je n'en sais rien. Je ne peux pas vous le dire. Donc, je ne suis pas sûr qu'on ait vraiment tellement bougé. Je retiens une phrase dans ce livre du professeur Guy Valencien, Un monde à la Walking Dead, pour reprendre ce feuilleton si populaire en ce moment. Chacun erre dans un monde en miettes, hagard, mirant son nombril, en ne s'inquiétant que de son propre sort. Professeur Valencien, les gens ne bandent plus. Les gens ne bandent plus. Non, c'est vrai. Vous voyez, je parle de la vie, comme le disent certains. C'est vrai qu'on est de plus en plus individualiste. C'est le vrai problème de notre société, parce qu'il a fallu effectivement passer de sujet du roi à citoyen de la République. Donc les Lumières ont été un progrès incontestable. Dans l'affirmation de la primauté de la personne humaine. Mais on est passé de la personne, qui est le beau terme, à l'individu. Et donc on en arrive aujourd'hui à une société où je n'ai que des droits, plus aucun devoir. Je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, et je vous emmerde. Et mon corps m'appartient, dira une telle ou un tel. Non, pas du tout, nos corps ne nous appartiennent pas. Nous ne les avons pas cherchés. Ils ont été faits par d'autres. Ils disparaîtront. Il peut m'arriver d'avoir en appartenance quelques pensées. Ça, oui, elles sont les miennes, mais mon corps ne m'appartient pas. Et donc je suis très frappé de voir cette société qui se délite sous l'effet de l'individualisme. À côté de ça, vous avez toutes ces sociétés asiatiques, notamment chinoises, qui, elles, et ce n'est pas le communisme chinois qui a créé la société dans laquelle vivent nos amis chinois, c'est depuis la plus haute antiquité où l'homme, chez eux, est pris dans le cosmos et n'existe quasiment pas. Et dès qu'il bouge un peu, il ne faut pas qu'il le dérange. Et on voit bien que c'est le groupe qui compte et non pas l'individu. Et si vous regardez, en comparaison de façon assez triviale, un tableau chinois, vous verrez de grandes montagnes avec des arbres en haut et puis des nuages, la montagne représentant l'empereur, et puis vous avez une rivière un peu tumultueuse avec une longue barque noire, et au milieu un tout petit bonhomme, on n'en voit même pas la face, on ne voit pas les yeux, il est dessiné à peine avec son chapeau triangulaire. C'est l'homme au milieu du cosmos qu'il ne doit pas déranger. Et si on compare cette œuvre d'art chinoise à nos tableaux du XVIIIe, c'est tout autre chose. On voit le roi, sa majesté, debout, avec son sceptre, sa couronne, son hermine, son manteau d'hermine. Il est glorieux, triomphant, c'est l'homme triomphant, l'homme dominateur, et la nature est derrière, tout au fond, souvent un peu floutée. Donc on voit bien que l'homme occidental a voulu dominer la nature. Curieusement, l'homme oriental ne la domine jamais. Vous parlez à des Chinois, ils détestent la guerre. Ils ne veulent jamais entrer en conflit, ils attendent que l'autre s'affaiblisse. Pékin est une des villes les plus polluées du monde pour des gens qui sont censés respecter la nature ils ont compris, et pas la dominer. Ils ont compris maintenant. Et ils mettent un paquet, je peux vous dire que dans moins de 10 ans, ils seront 10 fois plus propres que nous.
C'est incroyable. Ah bah, Non, non, mais j'en fais oui, oui. confiance. Et quand ils décident, ils y vont. Alors bien sûr, on me dit, moi je suis allé en Chine depuis 40 ans, tous les 10 ans, et j'en vois la progression. C'est intéressant de discuter avec eux parce que je ne les ai pas vus malheureux, je suis désolé de le dire. Je ne parle pas de ce qui se passe à Hong Kong en ce moment, qui est un peu particulier puisqu'Hong Kong a un statut spécial. Mais vous avez 300 000 petits Chinois qui sont formés chaque année comme étudiants aux États-Unis. Croyez-vous qu'ils restent dans la Silicon Valley? Non, non. Ils repartent en Chine. Xi Jinping leur a dit, mais enrichissez-vous, venez. Vous avez plus de milliardaires à la semaine qui se créent aujourd'hui en Chine qu'aux États-Unis. Donc le pays est dans un capitalisme incroyable. Alors que nos Français qui partent dans la Silicon Valley ne reviennent plus. Oui, bah eux restent plus. Encore que certains reviennent au bout d'un moment parce qu'ils en ont marre aussi de ce système assez contraignant, contrairement à ce qu'on croit, de la Silicon Valley. Mais pour vous dire tout cela, pour vous dire que oui, l'homme occidental doit revenir à plus de collaboration, plus de partage, plus de vie sociétale. Mais c'est un petit peu le côté gilet jaune, hein, à savoir le coup des carrefours, c'était un peu ça, hein, se retrouver autour d'un feu. Mais on retrouvait les hommes de la préhistoire. Hein. Ils se retrouvaient autour d'un feu la nuit pour chanter, danser, se serrer les bras. On en a marre d'être devant des écrans. On en a marre d'être tout seul dans un bureau à ne voir personne, ou dans des open space où on a des trucs qui au-dessus de votre tête là, qui vous empêchent de voir les voisins. On en a marre d'être paumés comme ça. Et les gens se sont retrouvés à ces carrefours. Je parle pas de ceux qui continuent à faire les cons avec les blagues. Oui, on s'est compris. La première vague des Gilets jaunes m'a frappé. Nous avons envie de vivre ensemble et laissez-nous vivre. Et que l'État ne nous dise pas de haut ce qu'il faut faire quand on est en région. J'ai trouvé ça tout à fait intéressant. Et on conclut là-dessus, j'aimerais, les sociétés finalement que l'on pense être les plus désorganisées arrivent à s'organiser naturellement. Oui. Vous l'écrivez. Oui, alors... J'aimerais faire un parallèle en économie avec cette théorie de la boîte de sardines. Les sardines, quand elles sont en bande, elles sont naturellement parfaites et l'étatisme a voulu tasser les sardines bien dans la boîte de sardines. Mais naturellement, elles partent pas n'importe comment, elles se suivent, comme les troupeaux. Alors, c'est vrai. La société s'organise. Elle s'organise, pas les foules. Hein. Pas les foules. Vous le dites aussi, il faut se méfier des foules. Les foules sont extrêmement dangereuses, elles sont désorganisées, elles sont brutales et elles font mal. Les foules ne sont pas intéressantes. Elles sont juste des éléments qui indiquent que. Et après ça, il faut rattraper les choses. Donc, comme nous sommes intelligents, probablement nos sociétés ont besoin de chefs. Ce que n'ont pas les sociétés animales dont on parlait, les animaux sociaux, les abeilles, les fourmis, les termites, qui sont capables de construire des structures extraordinaires qui font plusieurs mètres de haut, avec des qualités d'habitat inimaginables, où il fait toujours 27 degrés dans une termitière. Toujours 27 degrés, qu'il fasse 45 ou 50 dehors ou 5 degrés. Parce qu'il y a des tuyauteries, il y a des passages d'air. C'est exceptionnel. Donc oui, nos sociétés, en fait, sont capables de bouger. Là, c'est la masse qui est capable de bouger. Mais quand on regarde l'histoire, ce sont toujours des individus qui l'ont faite. On peut citer les grands noms qui ont fait bouger le monde. Socrate, Jésus, vous pouvez y aller. Il fait Galilée, Platon, Descartes, Einstein. Vous pouvez continuer. Pasteur. Oui, c'est toujours des grands noms qui ont bouleversé les sociétés dans lesquelles que nous sommes. Pas forcément des grands noms politiques. En conclusion, méfions-nous des mouvements de foule, méfions-nous de Facebook. Est-ce un mouvement de foule, finalement? Quand vous publiez, tout le monde arrive, publie n'importe quoi, et un gros mot ceci, un cela, tout le monde est à égalité avec l'autre. C'est une sorte de reconstitution de mouvement de foule. C'est de la poubelle. Pour moi, j'ai quitté Facebook. Je me suis désabonné, j'en avais marre. Et ça m'agace de voir les copains qui sont là dans un restaurant en montant l'assiette qu'ils ont acheté, qu'ils ont commandé. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Ça veut dire qu'ils ne sont pas capables de parler aux voisins ou à celle qui est à côté d'eux, puisqu'ils sont obligés de dire ça à tous les autres. Donc on communique plus avec celui qui est... Mais mon pote, t'as une belle nana juste à côté de toi, alors branche-la, te mettre de photographier ton plat. Mais c'est ça, on est plus copains avec celui ou celle qui est à 10 000 bornes qu'avec le voisin de palier. Non mais on délire complètement. Donc je me dis, oui, Facebook m'énerve. Alors ça a servi en même temps à ce que les gens se regroupent pour des actions utiles. Comme toujours, vous êtes dans le plus et le moins.
Mais là, je trouve que Facebook va trop loin. Et du reste, on le voit bien qu'aux États-Unis, la révolte gronde. Les sénateurs ont quand même un peu questionné Mark Zuckerberg, qu'aujourd'hui, on se pose la question du démembrement de certains de ces GAFA. Donc on voit bien que ces platformistes, ces entreprises planétaires qui débordent les États devront être contrôlées demain. Elles ne le sont pas, puisque d'abord elles ne payent quasiment pas d'impôts. On le voit bien, elles trouvent une optimisation partout où elles peuvent. Deuxièmement, elles font la pluie et le beau temps. Et troisièmement, les politiques leur courent après. Donc il va falloir réagir. Ces outils sont utiles, mais encore, ça servira à quoi? Et je pense, et peut-être en terminant nous là, je pense que nous ne ferons pas l'impasse d'une Conference of Parties sur ces technologies, sur ce qui est du numérique, de l'intelligence artificielle, de la robotique et de la génomique. Tout ça est lié, et des sciences cognitives, de façon à entendre beaucoup ce que disent les Asiatiques sur le sujet, qui est totalement différent de nous. Nous n'avons pas les mêmes philosophies, et qu'ils entendent les nôtres et à se retrouver. Et j'ai dit au président de la République, vous devriez faire ça en France, on devrait créer la première COP digitale, comme ont existé les COP climatiques. Donc j'attends la réponse. Merci Guy Valencien. Merci, c'était un plaisir de vous avoir pendant cet entretien. Vous êtes professeur honoraire des universités, vous êtes membre de l'Académie de médecine et de l'Office parlementaire et de l'évaluation des choix scientifiques et technologiques, et vous êtes le président de la Convention on Health Analysis and Management, qui a pour objet de réfléchir à la transformation des systèmes de santé européens. Nous avons parlé de votre dernier livre aux éditions L'Harmattan, du professeur Guy Valencien, à l'origine des sensations, des émotions et de la raison. J'aime, donc je suis. Nous avons passé un bon moment à échanger, donc nous sommes aussi. Voilà, Guy Valencien, merci. Merci à vous.